Alors, c'est maintenant le moment où les UNT vont nous dire ce qu'elles ont dans le ventre et dans la tête. Donc, je vais laisser le soin à Cyril Duchamp, donc journaliste à l'AEF Group, d'assurer l'animation, et vous voudrez bien venir sur cette table les uns et les autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sonia. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'en profite aussi pour saluer celles et ceux qui nous suivent en direct grâce au service de Canalu et vous rappeler que vous pouvez faire partager à l'ensemble de la communauté, au monde entier, ce qui se dit aujourd'hui sur cette journée et poser vos questions au travers du fil Twitter hashtag Stratnum, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Voilà, le temps que nos intervenants s'installent. Donc, je suis Cyril Duchamp, je suis journaliste à l'agence de presse AEF. En tout cas, c'était vraiment extrêmement intéressant de voir déjà cette matinée, puis la manière dont ça s'est déroulé, où on a vu les dimensions politiques et puis des axes, des pistes de réflexion extrêmement concrètes au travers notamment du rapport de l'IGAENR qui vient d'être présenté. Moi, je regardais dans ce rapport, je suis revenu un peu dans le document, dans le cœur du document, puis je notais finalement quand même le point qui avait été mis en exergue par l'IGAENR, c'était de dire que le constat au niveau des UNT, c'était finalement un bilan qui était, je cite, loin d'être négligeable. Mais comme vient de le dire Jean de Saint-Guilhem, il y a aussi des points forts, comme la capacité à développer des projets collaboratifs de grande ampleur. Voilà, on va parler de tout ça sur cette table. On va parler beaucoup d'usages, beaucoup de choses concrètes sur les dispositifs qui sont en place, sur la manière dont les ressources sont diffusées et sont réutilisées par les enseignants, par les étudiants. Et on va parler évidemment, puisque c'est un colloque organisé conjointement avec l'UNESCO, le ministère de l'Enseignement supérieur, mais également et surtout l'UNESCO. Donc on va parler beaucoup de partage, de rayonnement et donc d'ouverture vers l'international. Un petit mot, et ensuite je vais passer vraiment la parole à nos intervenants. On a beaucoup de choses à vous faire partager. L'idée, ce qu'on a souhaité faire, c'est finalement de s'appliquer à nous-mêmes, les principes, les préconisations qu'on répète depuis le début, c'est-à-dire d'entrer dans une forme d'interactivité, d'éviter d'avoir une situation finalement de passivité. L'amphi est magnifique, mais vous n'êtes pas au cinéma, donc il ne s'agit pas de regarder passivement puis ensuite d'en discuter, mais au contraire de partager vos impressions, vos questionnements, vos interrogations. Donc surtout n'hésitez pas, on peut vous passer la parole à tout moment. On va éviter le principe de réserver 10 minutes à la fin. Vous pouvez intervenir à tout moment, vous manifester et on vous donne la parole. Ça permettra d'orienter les débats et de répondre très concrètement aux questions que vous vous posez en relation avec vos activités au quotidien. Voilà, sans plus attendre, je vais passer tout de suite. Alors, vous le voyez, hein, il y a l'ensemble des UNT qui sont représentés ici. Je vais passer tout de suite la parole à Carole Chorlet-Stéphane de l'UOH. Quand on a préparé cette table ronde, vous nous disiez, vous avez souligné le fait qu'il y a quand même 9 millions de visiteurs sur les portails des UNT. C'est un nombre extrêmement conséquent. D'autant plus conséquent que c'est finalement un chiffre qui cache... C'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. En tout cas, il y a une autre réalité au niveau des usages, mais cette réalité est peut-être assez complexe à bien appréhender, à bien quantifier. C'est un petit peu la problématique première de votre UNT, mais de l'ensemble des UNT, je crois. Allez-y. Oui, alors, nous avons pu évaluer à peu près 9 millions de visites en 2014 sur l'ensemble des portails des UNT, mais effectivement, c'est un reflet qui est très parcellaire, parce que les ressources éducatives libres que l'on aide à produire et ensuite à vivre, on va dire, vivent aussi, existent aussi ailleurs, dans les établissements tout d'abord, sur divers portails partenaires, sur Canalu, sur des serveurs miroirs, sont moissonnés, enfin voilà, je vous en passe tous les détails techniques. Et derrière se cachent beaucoup d'usages qu'on a du mal à quantifier, mais aussi du mal à qualifier. Les usages sont nombreux,
de la part des enseignants peuvent être divers, soit ils l'utilisent en prescription, soit ils l'utilisent dans le cours, enfin il y a vraiment différentes manières d'utiliser, mais nous à l'UOH, et je crois que c'est le cas un petit peu chez les autres aussi, nous avons du mal à faire remonter des données concrètes sur ce qui se passe dans la réalité. Notamment parce que les ressources, elles vivent leur vie à partir du moment où elles sont sur le net. Chacun s'en empare et en fait un petit peu ce que bon lui semble. Mais on a par exemple pu apprendre que l'université de Haute-Alsace a pris à bras-le-corps le corpus des ressources des UNT pour les proposer de manière disciplinaire à ses étudiants. Nous, il y a quelques années, on a pu retrouver un certain nombre de ressources que l'on avait subventionnées, ce qui remontait sur YouTube. On n'était pas au départ à l'origine de les avoir mises sur YouTube, et l'établissement non plus d'ailleurs. Donc on voit bien que les gens s'emparent des choses et ensuite les ressources vivent un peu leur vie. Finalement, vous avez une évaluation un peu empirique de la manière dont les choses sont faites. C'est au travers des retours de terrain, donc de vos visites dans les établissements, que vous voyez un peu la diversité des usages, c'est bien ça? Voilà, et donc du coup, au niveau de l'UOH, on a essayé de systématiser la remontée d'informations, et à 6 mois et 1 an après la mise en ligne des ressources, on essaie de retourner vers les établissements producteurs et vers les équipes productrices pour voir ce qu'il en est et ce qu'elles font finalement des ressources, et dans leur réseau, comment ça se passe, est-ce qu'elles savent si des collègues les utilisent, etc. Mais finalement, on se rend compte que ce besoin d'avoir des remontées d'usage, il est le même au niveau des établissements, et ça n'est pas plus simple pour l'établissement de savoir ce qu'il en est en dehors de lui non plus. D'accord. On va revenir sur cet exemple très concret de volonté de faire remonter des données quantitatives et qualitatives. Il y a plusieurs dispositifs. En fait, il y a quand même des armes. Vous avez des outils pour ça, avec des réponses assez différentes selon les UNT. Mais je voudrais passer la parole tout de suite à Manuel Majada pour Uniciel, pour qu'il nous explique un petit peu aussi quelle est finalement cette problématique de modèle. Est-ce que cette difficulté à quantifier les usages, est-ce que c'est pas lié finalement à la manière dont les UNT ont été pensées de manière originale? Est-ce que c'est pas un modèle qui est un peu atypique quand même, le modèle français des UNT, et entre cet aspect de production de ressources et de vérification de d'évaluation de la manière dont les ressources sont utilisées? Oui, je pense que c'est important, et d'autant plus qu'on est sur la journée des ressources éducatives libres, et que du coup, je pense que la France a une spécificité, c'est-à-dire que au tout début de la création des UNT, il y avait, on se situe dans un contexte un peu socio-historique particulier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la bulle Internet, le marché de l'éducation, le premier salon de marché de l'éducation à Lisbonne, etc. On est dans une logique de développement du web, d'Internet et de la croyance d'une économie du numérique extrêmement magique. Et donc, par rapport à ça, le rôle qui avait été assigné aux UNT, c'était vraiment un rôle de production de ressources numériques, en se disant que le marché s'en emparerait. Oui, c'est un point qu'on a un peu oublié, voilà. Quand même. Et on l'a bien oublié parce qu'au fur et à mesure, évidemment, il y a eu quelques désillusions sur cette fameuse économie. Mais par contre, ce qui reste de ça, et c'est évident, c'est la place qu'on a pris du coup en tant qu'acteur et producteur de ressources éducatives libres. Place extrêmement forte, puisque, comme vous l'avez dit, on réagit au niveau national en étant structuré par rapport à d'autres pays qui, eux, réagissent beaucoup plus en tant qu'université en regroupement volontaire. Donc je le positionne un peu parce que c'est souvent quelque chose qu'on a oublié dans le temps et qui est encore un acquis qui se vérifie aujourd'hui avec une position très particulière dans les ressources éducatives libres au niveau mondial, voire européen, ce qui nous concerne plus particulièrement. Le second point, c'est que du coup, on a bien vu qu'il y avait une évolution sur le sujet, donc une prise de conscience, une maturité, et que cette maturité, elle a donné lieu à un questionnement qui était de produire des ressources, c'est bien, les utiliser, c'est mieux, sur le sujet. Et donc, il y a la réponse de Carole qui illustre bien qu'il y a des utilisations qu'on ne maîtrise pas, qui sont un peu sauvages, et on en a plein d'exemples comme ça, d'enseignants qui d'un seul coup on les voit apparaître utilisant nos ressources sans qu'on le sache. Mais du coup, on nous a posé un peu la question a posteriori de comment vous pouvez justifier cette production par les usages. Défi qui nous a été donné, qui n'était pas simple à résoudre puisqu'il était posé a posteriori, évidemment. Je pense qu'on s'y est tous attelés et on a essayé de réfléchir justement à ce que c'était les usages. Et non pas tant aux usages, parce que les usages ils sont à peu près clairs, mais à ce qui freinait pour les usages. Et en fait, on s'est aperçu qu'en fait, on restait encore souvent dans les établissements dans une problématique de militants
qui s'emparaient d'un élément, qui le faisaient pour eux-mêmes, dans leur cadre, et que ce n'était pas encore suffisamment une problématique d'établissement qui répondait à des besoins de l'établissement. Donc c'est là où on a essayé d'élaborer dans les scénarios d'usage des problématiques d'établissement, de composantes, puisque faut bien voir qu'on a une particularité, c'est qu'en tant qu'UNT, on s'adresse disciplinairement aux gens, c'est parce qu'on est plus proche, on est sur le principe de subsidiarité, donc au plus près du terrain. Et donc à partir de là, on a essayé d'élaborer des scénarios qui pouvaient être à la fois communs à tous et se déclinant de façon différente selon les composantes sur le sujet. Donc on a eu une évolution de ce point de vue-là, qui est devenue une évolution bien plus compliquée pour nous, puisque de fait, elle oblige à une plus grande interaction et une plus grande application des établissements eux-mêmes, dans l'engagement qu'ils ont à mettre en place la politique numérique. Et on se retrouve du coup dans un partenariat qui a évolué en degrés d'exigence. À la fois les établissements nous demandent plus d'exigence et à la fois nous en demandons plus à l'établissement paradoxalement. Et on est dans un jeu comme ça de réponse qui se construit, qui est un construit, qui commence tout juste, ça se structure un tout petit peu, avec des enjeux un peu compliqués parce que les fusions, les communes, etc., c'est des choses pas simples à gérer et qui bouleversent pas mal les donnes pour nous en termes de structuration d'acteurs. Merci. Anne Boyer, est-ce que c'est un constat que vous partagez sur cette dimension de mobiliser les établissements pour mettre en place une stratégie, puis finalement peut-être permettre une stratégie inter-UNT au travers de cette mobilisation-là? Alors, bien sûr, je partage cette vision qui vient d'être exposée par Manuel Majada. Pour revenir sur votre question sur l'inter-UNT et les pratiques d'harmonisation et de travail collaboratif, je voulais rappeler qu'il y a un grand nombre d'actions qui sont menées en commun par les UNT et que ça n'est pas quelque chose de récent, mais depuis des années, il y a un travail commun sur les aspects qui sont transversaux et qui ne sont pas disciplinaires spécifiquement. En particulier, je ne vais pas refaire l'histoire non plus, mais comme Manuel, je ne résiste pas au plaisir de rappeler qu'il y a eu des productions qui ont été faites par les UNT collaborativement avec des guides de production, le guide de l'auteur, avec un certain nombre de préconisations autour de la prise en compte du handicap dans la production de ressources numériques. Des actions, comme ça vient d'être rappelé, au service des établissements avec des scénarios d'usage qui ont été préparés, élaborés collectivement et en lien avec la CPU numérique. Et puis aussi des actions, on aura l'occasion d'en reparler au fur et à mesure, mais qui sont des actions que l'on fait ensemble. Dernier exemple, nous organisons toutes ensemble, les universités numériques thématiques, le 8, 9 et 10 novembre, la première édition du Festival d'automne du numérique. Donc je vous y convie bien évidemment, avec des journées spécifiques pour chaque UNT qui réunissent leur propre communauté disciplinaire, mais surtout une journée commune le 9 novembre aux 8 universités numériques thématiques qui vont échanger sous un regard d'un grand témoin international sur les problématiques communes qui nous réunissent avec nos adhérents, puisque nous sommes des réseaux d'établissements. Et ça se déroule à l'université Paris 7. Totalement. 8, 9, 10 novembre, à l'université Paris 7, c'est un rendez-vous donc qu'on note. Moi, j'aimerais bien avoir le point de vue de deux UNT qui sont sur des modèles un petit peu différents, finalement. IUT en ligne, avec Pierre-François de Schroeder, et puis les juristes, l'UNJF, avec Gilles Dumont, vous avez un positionnement historiquement un peu différent de ce qui se passe ailleurs. Qui veut réagir en premier par rapport à ça? Allez. Alors, ouais. Oui, le modèle est un peu différent. Du côté des juristes, et effectivement, il est très proche de celui d'IUT en ligne, en tout cas au départ, notamment parce que historiquement, les ressources de l'UNJF, comme celles d'IUT en ligne, je crois, ne sont pas des ressources éducatives libres. C'est-à-dire que nous ne faisons pas travailler les établissements, nous faisons travailler des universitaires avec lesquels nous contractons en droit d'auteur, ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres universités numériques. Bref, nous sommes des éditeurs en ligne en réalité, et simplement des éditeurs mutualisés qui valorisent la production pédagogique existante au sein des établissements universitaires. Premier volet. Puis deuxième volet, si vous consultez le portail de l'UNJF, vous avez 100 ressources pédagogiques qui sont en réalité des cours, enfin l'équivalent de cours magistraux, il y en a un peu plus en réalité parce qu'il y a des tout petits modules, mais l'essentiel de la mise à disposition, ce sont des cours conçus comme tels, des cours lourds, entre guillemets, conçus pour être réutilisés en contexte d'enseignement, notamment dans le cadre des établissements qui souhaitent depuis longtemps mettre en place des formations à distance. Et je pense à certains établissements emblématiques, mais il y a à peu près 7 ou 8 000 étudiants qui sont inscrits en formation à distance, dont l'essentiel, proportionnellement
Paris, dans un service interuniversitaire qui est localisé à Paris 1, qui est le CAVEJ, et qui utilise les ressources de l'UNJF comme support pédagogique, complété naturellement, enrichi, tutoré, mais les ressources sont conçues et ont été conçues dès le départ pour être utilisées dans un cadre de formation, et de formation dure, entre guillemets, pas seulement de formation complémentaire. Donc c'est ce qui explique un contexte un peu spécifique, étant précisé que ces ressources qui sont encore, pour une grande majorité d'entre elles, des ressources réservées aux étudiants qui sont inscrits dans les établissements membres, sont en voie d'ici, je pense, 1 an d'être ouvertes. Il y avait une position très tranchée des membres de l'UNJF il y a encore quelques années. Les choses évoluent et je pense qu'on basculera du côté des... non pas obscurs, mais visibles de la force, dans moins d'1 an. D'accord. Et en termes de visibilité donc, sur les usages qui sont faits de ces ressources, est-ce que vous avez des retours plus précis sur la manière dont c'est utilisé ? Soit par, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, mais que ce soit par des étudiants en droit ou des enseignants en droit, ou également d'autres disciplines. Par exemple, vous parlez de médecine, je pense qu'il doit y avoir un intérêt marqué pour les ressources de l'UNJF quand on parle de bioéthique, par exemple. Alors, effectivement, les ressources sont utilisées d'abord et avant tout par les étudiants, je me répète, inscrits, donc ce qui fait que le taux d'usage est beaucoup moins important que dans les autres UNT. On est à peu près à 35 à 40 000 étudiants utilisateurs réguliers de cours, de cours durs, et de l'ensemble des ressources par an. Donc c'est beaucoup moins que l'ensemble des autres UNT, mais on est dans un modèle vraiment du SPOC, si vous voulez, par rapport au MOOC, si on reprend cet exemple. Et donc l'usage, il est d'abord par les étudiants en complément de leur formation initiale, traditionnelle. Donc on explose les compteurs d'usage, on a toujours un peu peur, s'agissant des serveurs, au moment des révisions, lorsque les cours sont finis, et puis il s'agit entre 2 sessions. Juste une illustration, un point précis à ce sujet. Toutes les universités mettent en place une 2e session, pour la plupart, avant l'été. Ce qui est illégal naturellement, puisqu'il faut mettre des modalités pédagogiques spécifiques à disposition des étudiants pour ne pas avoir 2 mois d'intervalle entre 2 sessions d'examen. Et l'usage de ressources numériques, précisément mise à disposition avec éventuellement un tutorat, et de plus en plus d'établissements commencent à le faire dans les utilisateurs de nos ressources, est une modalité particulière qui permet de respecter la loi, ce qui est toujours mieux, même si ce n'est jamais obligatoire, on le sait bien, à propos de la sélection au master. Donc c'est un point d'usage important. Le 2e point d'usage, il concerne les élèves des écoles d'avocats, des écoles professionnelles, avocats ou notaires, qui sont membres de l'UNJF par leurs ordres professionnels. Et il y a là un usage massif des ressources pédagogiques, tout simplement parce qu'ils s'aperçoivent, entrant en école, qu'ils ont certaines lacunes et qu'il n'est pas de mauvais aloi de les combler en début de formation. Merci beaucoup. Pierre-François de Schrieder, peut-être un mot par rapport à IUT en ligne, modèle particulier, et derrière un fort soutien, je crois, de la part des IUT membres. Donc un modèle collaboratif un peu différent qui peut être mutualisable, partageable, dans quelle mesure ? Oui, donc au niveau d'IUT en ligne, historiquement, la création n'est pas une émanation ministérielle, mais vraiment une émanation du bureau de la SODUT, donc l'association des directeurs d'IUT qui se sont regroupés ensemble pour dire on va créer un campus numérique pour aider les enseignants dans la création des contenus et le partage de contenus numériques. Donc tous les IUT ont adhéré dès le départ à cette idée. Et donc voilà un des points forts entre guillemets d'IUT en ligne qui peut être différent de certaines UNT, c'est qu'on a déjà de facto l'adhésion de l'ensemble des IUT français à IUT en ligne. Donc une création après de ressources qui est toujours mutualisée et qui travaille au format réseau, donc avec un usage de fait impulsé par la direction de l'IUT qui va financer le fonctionnement et donc qui va pas imposer, mais qui va essayer d'inciter les enseignants qui sont dans l'IUT à utiliser et à travailler avec les ressources numériques, déjà. Donc c'est un fonctionnement un peu différent, mais qui est lié, comme pour l'UNJF tout à l'heure, à l'histoire de la création, à la manière dont ça a été fait. Donc tout comme pour l'UNJF, les ressources initialement ne sont pas libres, c'est les contrats d'auteur qui sont signés avec les enseignants directement et non pas avec les universités ou en pas de partenariat. Après, toutes les ressources sont maintenant accessibles, ouvertes sur le web, ce qui n'a pas toujours été le cas, mais depuis 5-6 ans, on ouvre toutes les ressources pour que tout le site soit libre d'accès, on va dire. Donc on peut penser qu'elle puisse devenir libre à un moment donné ? Oui. Après cette ouverture, ça pourra... c'est une orientation Après, qui est prise. Voilà, c'est le problème, c'est de gérer tout ce qui est gestion des droits d'auteur qu'on a mis en place, pour lesquels les droits ont été acquis et qu'il faut changer donc la manière de... il faut recontacter tous les auteurs, ce qui pourrait demander un temps non négligeable pour faire cette opération. Merci.
Patrick Lévy, je vous donne la parole. Vous êtes représentant de l'UNF3S, qui est qui est l'UNT historique. Albert-Claude Benamou rappelait l'origine de cette UNT, des UNT qui ont été lancées finalement à l'initiative d'Albert-Claude au travers de ce qui a été mis en place avec l'Université médicale virtuelle francophone, qui avait donc par définition déjà une ouverture internationale. Fort de cette histoire, est-ce que vous arrivez à relever ce défi de tracer les usages finalement, de réussir à voir un peu concrètement comment c'est utilisé et comment les usages évoluent pour peut-être aussi anticiper les changements? Alors, j'ai envie de répondre à votre question de deux façons. En fait, d'abord, j'ai un petit conflit d'intérêt, c'est que je suis aussi président d'université, donc d'une certaine façon, j'essaye aussi de me mettre à la place des établissements et globalement de ce qu'ils attendent aussi des UNT. C'est une discussion qu'on mène notamment au niveau de la CPU depuis pas mal de temps. Donc je pense que les usages, on peut les tracer assez facilement en termes de nombre de personnes qui voient les ressources en question. Je ne sais pas si c'est vraiment la question, honnêtement, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, la question qui nous est posée, et c'est de ça finalement dont on parle depuis ce matin, c'est comment ce que produisent les UNT, et je pense que c'est assez incontestable qu'il y a eu une production, et on l'a bien vu au niveau de l'ensemble des UNT qui est très importante, comment finalement cette production, cette communauté qui travaille depuis des années, elle peut être beaucoup plus insérée dans la production pédagogique concrète des établissements. C'est-à-dire d'une certaine façon, et c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure, si effectivement nous pouvons obtenir que cette production soit certifiante, elle soit vraiment inscrite dans les cursus et la validation de ces cursus par les établissements, là on aura vraiment gagné quelque chose, je pense. Tant qu'on est un petit peu à l'écart, d'une certaine façon, je ne dis pas qu'on l'est forcément, j'ai bien conscience qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais l'enjeu aujourd'hui c'est quand même celui-là, c'est-à-dire faire en sorte que nous puissions être véritablement associés à la transformation pédagogique des établissements. C'est un outil formidable, mais cette révolution-là, elle n'est pas encore faite. Et c'est celle-là qui nous donnera vraiment des éléments très forts sur les usages. Tant qu'on n'est pas complètement associé à ça, et je pense que les établissements aussi ont un balayer devant leur porte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas, des exceptions il y en a évidemment, mais il n'y a pas globalement pour l'ensemble des établissements de stratégie numérique digne de ce nom. Or, au fond, c'est un peu dommage parce que d'une certaine façon, c'est vraiment la solution. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'une des pistes de ce point de vue, c'est quand même qu'il y ait une mise en commun vraiment entre les établissements. Et pour le dire sur des choses que je connais un petit peu, un des éléments qui a été, je pense, un succès finalement, c'est au niveau de la médecine, quand les doyens de médecine se sont mis d'accord sur une plateforme qui s'appelle CIDES et qu'ils ont en fait eux-mêmes construite avec de l'ingénierie pédagogique qui était issue de l'UNF3S. Et au fond, dès le moment que cet outil-là est devenu un outil collectif porté par tout le monde, c'était beaucoup plus simple. Donc je pense que sur cette question des usages, il faut arriver à faire en sorte que la stratégie, qui est issue de notre fonctionnement, de notre connaissance de la pédagogie et des outils numériques, puisse être vraiment quelque chose qui est porté par les établissements. Vous mettez clairement le point sur là où ça fait mal, je pense, au niveau du débat, c'est-à-dire par où on commence finalement. Est-ce que la transformation peut se faire au travers d'une politique incitative portée par les établissements, directement via les gouvernances, ou est-ce que c'est au travers des usages qui sont en place qu'on peut quantifier, on peut dire voilà, ça c'est intéressant, c'est utile, c'est utilisé de telle ou telle manière, qu'on peut forcer ou inciter plus en avant les présidences d'université à s'emparer de cette question et l'inscrire pourquoi pas dans le plan stratégique de l'établissement. Écoutez, moi j'ai envie de dire, les présidents d'université, ils sont comme les autres, ils ont des moyens qui ne sont pas infinis, ils ont des choix à faire qui ne sont pas forcément simples, et au fond, ils sont concernés par toutes les UNT pratiquement. Donc voilà, donc ça, évidemment, ça plaide, comme il a été dit dans le rapport de l'IGA-UNR, pour une mise en commun entre les UNT. Elle est largement sur la voie, je dirais. Je n'ai pas trop d'inquiétude pour ça. Par contre, sur la question du mode de décision, comment finalement une stratégie se met en place, moi je suis quand même frappé du fait que, au fond, c'est assez multiforme. Si je reprends l'exemple de CIDES que j'évoquais tout à l'heure,
au fond, personne n'anticipait que les doyens de médecine se mettraient aussi facilement d'accord sur un objectif, sur un outil, sur sa diffusion dans le second cycle, et sur le fait qu'à la fin, ça donne aussi naissance à un examen national classant numérisé. Donc, je pense qu'il faut à la fois avoir une stratégie par établissement, par commu aussi. Je pense que quand même, un des atouts, on parlait tout à l'heure du VP numérique. Bon, c'est très bien qu'il y ait des VP numériques dans les établissements, moi j'y suis très favorable. Enfin, s'il y a un VP numérique au niveau des communes, c'est aussi pour avoir une stratégie partagée entre les établissements. C'est quand même mieux. Et qu'il y ait une stratégie aussi locale. Donc je pense qu'il n'y a pas de règle unique de ce point de vue-là, je crois. Quelqu'un veut réagir par rapport à ça? Thierry Garot, peut-être? Oui, moi je vous posez la question, et c'est vrai que souvent on a envie de dire il faut commencer comme ci ou il faut commencer comme ça, mais je crois qu'on a un véritable besoin, et M. Mandon le disait ce matin, de mobiliser l'ensemble des acteurs simultanément. Bien sûr qu'au niveau politique, il faut envoyer des signaux rassurants pour que les équipes puissent se sentir favorisées à s'impliquer dans de nouveaux usages, tant sur de l'innovation pédagogique que cibler des nouveaux publics ou que de l'évaluation, par exemple des enseignements. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment l'ensemble de la communauté qui doit pouvoir se mobiliser avec évidemment ce processus de se mettre d'accord sur des objectifs communs et de se tenir à ces objectifs pendant un temps suffisant pour que les équipes se mobilisent. Est-ce que les grandes tendances d'innovation qui traversent la pédagogie aujourd'hui, je pense aux MOOCs en particulier, donc qui suscitent un engouement certain, en tout cas qui font couler beaucoup d'encre, beaucoup de médiatisation autour de ça, est-ce que ça peut être un moyen justement de remettre les UNT au centre de ces préoccupations-là? Tout à l'heure, Albert-Claude Benamou soulignait un point sur la difficulté qu'avaient eu les UNT à un moment donné de se positionner en tant qu'éditeur de MOOCs. Hein, je crois que c'est cela que vous disiez tout à l'heure. J'ai envie de passer la parole pour ça à Delphine Pomeray au niveau du VED. Tout à l'heure, dans la présentation du rapport de l'UGA-ENR, on montrait que votre UNT est très en avance finalement sur ces questions-là. Est-ce que c'est justement un moyen de mobiliser davantage la communauté? Quels sont les premiers retours que vous avez? Oui, alors c'est un moyen, mais comme ça l'était depuis plusieurs années, la production de ressources pédagogiques numériques, telle qu'elle existe à travers nos appels à projets, elle était déjà pluri-établissement, pluridisciplinaire. Donc ce qu'on a fait au travers des MOOC qu'on a produits et coordonnés, parce qu'effectivement, UVED, comme certaines UNT, collaborent aussi avec FunMOOC, produisent et coordonnent des MOOC, cofinancent des MOOC. Notre particularité et notre force qui existait déjà au travers de ces ressources pédagogiques numériques, c'est le pluriétablissement. C'est-à-dire qu'on fait, et c'est là où c'est notre force, hein, c'est le réseau, c'est la mise en réseau, la collaboration entre établissements, entre enseignants-chercheurs. Ce sont des MOOC qui réunissent plusieurs enseignants-chercheurs issus de différents établissements. Et donc, ce qu'on fait, c'est juste de donner une visibilité à ces établissements d'enseignement supérieur et aux travaux qui sont menés par les chercheurs. Donc j'ai envie de dire que notre mission première, qui était aussi d'accompagner les établissements, de donner une visibilité à leur production, voilà, on le fait également aussi et à travers les MOOC, effectivement, pluriétablissements que nous le faisons. D'autant plus qu'on a choisi aussi, et là encore, de par notre mission première, d'essayer finalement de diffuser du savoir massivement, gratuitement, c'est de mettre à disposition en accès libre les vidéos qui composent les MOOC, une fois les sessions terminées, en accès libre, sur notre portail, sur Canal UVED, sur YouTube, donc à travers les réseaux sociaux, à travers des chaînes de diffusion, à travers nos portails ou des sites partenaires, indépendamment de la plateforme, en dehors des sessions, les UNT comme UVED, à partir de ce travail-là de valorisation, voilà, favorisent le développement des usages des ressources, donnent accès au savoir au plus grand nombre. Donc du coup, on peut à la fois collaborer dans FunMOOC, lancer des sessions voilà, de MOOC dans tous les domaines, mais également en dehors de mettre à disposition
des vidéos, comme le rappelait Monsieur de Guilhem, c'était de dire que de plus en plus d'enseignants veulent utiliser des séquences courtes de vidéos autonomes, facilement adaptables, réappropriables dans leurs enseignements. Et je pense que c'est une bonne façon. Mais comme le sont certains formats de ressources pédagogiques numériques. Finalement, les MOOC, c'est quoi? C'est un assemblage de ressources pédagogiques audiovisuelles associées, bien entendu. Et là, je ne dis pas, il y a une sacrée plus-value qui sont associées à un forum d'échange, à des activités pédagogiques, à des interactions avec les experts, des échanges entre apprenants. Mais c'est vrai que, mine de rien, le contenu même, en tout cas qui est très riche, qui est produit par les établissements, les enseignants-chercheurs des établissements, eh bien on les valorise en dehors de ces sessions sur les plateformes avec une date de début et de fin, et donc tout le monde peut accéder au savoir librement, gratuitement, aussi, grâce à nos actions. Combien de MOOCs produits aujourd'hui et combien en préparation? Donc on en a 5, on en a fait 5, on en a produit et coordonné, parce que c'est vrai que on a cette particularité de ne pas faire que cofinancer. C'est vrai qu'on a décidé, notre stratégie, la stratégie du VET, c'est aussi, au-delà de la production de ressources pédagogiques numériques, de produire et de coordonner des MOOC pluri-établissements. Donc on en a fait 5, il y en a 2 en préparation, et plus les sessions complémentaires des autres MOOC qui viennent en complément, qui sont sur FunMOOC. Ce sont des MOOC spécifiquement UVED ou il peut y avoir des MOOC inter-UNT, justement? Oui, ça peut être, on en a un d'ailleurs, avec Mines Télécom de Nantes qu'on cofinance, voilà, entre plusieurs UNT. Donc il y a aussi une collaboration, en tout cas inter-UNT, qui se fait à travers la production de MOOC. Donc c'est pas deux mondes. C'est pas deux mondes, voilà, qui ne se côtoient pas. Je pense aussi qu'il faut resituer le contexte. Les UNT sont quoi? Ce sont des consortiums d'établissements d'enseignement supérieur. Les UNT sont composés d'universités, de grandes écoles, d'organismes de recherche, de structures diverses. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, de ce que j'ai entendu ce matin, on a l'impression que les UNT, des électrons libres qui voilà, sont un peu en dehors du système universel. Mais pas du tout, puisque de toute façon, nos productions, quand on parle des productions des UNT, ce sont les productions des établissements d'enseignement supérieur, les productions des enseignants-chercheurs de ces établissements-là. Et que ce soit à travers les ressources pédagogiques numériques que l'on labellise, que l'on cofinance, ou à travers les vidéos qui composent nos MOOC. Donc moi, je prends un exemple, mais on a quand même mobilisé plus de 150 chercheurs, enseignants-chercheurs, dans les MOOC que l'on a produits et coordonnés. Ça donne une visibilité nationale et internationale à ces établissements, aux travaux de ces chercheurs. Donc du coup, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là, c'est ce qui nous rassemble. Notre force, c'est la mise en réseau, la mutualisation. Voilà, ça c'est notre force. Et surtout, de donner une visibilité à ces établissements. On n'est pas des structures à part, on est juste là pour coordonner, accompagner ces établissements, en fait. Super, merci. Il existe un programme au titre du PIA2 qui s'appelle le programme Périclès, qui est précisément un programme inter-UNT, qui a pour objectif de valoriser les ressources qui sont produites, notamment en pouvant réorienter, si j'ai bien compris, les usagers, les utilisateurs de certaines ressources vers d'autres ressources dont ils ne soupçonnent peut-être absolument pas l'existence a priori, mais qui peuvent fortement les intéresser. Qui veut parler là-dessus? Thierry Garot peut-être et Anne Boyer, je crois que vous êtes tous les deux partie prenante sur ce programme-là. Nous sommes en réalité 3 UNT plus particulièrement concernés par le programme Périclès. Oui, il y a aussi UOH qui est concerné. Donc il y a plusieurs volets dans Périclès. Vous nous avez interpellé sur le volet des usages, justement, où nous avons fait un gros travail de repérage, enfin de déposer, sans être trop technique, mais de déposer des balises sur nos ressources, à l'intérieur de nos ressources pédagogiques, pour essayer de comprendre, quand on a quelque chose qui est assez long, de voir comment l'utilisateur allait se mouvoir et comment il allait véritablement consulter cette ressource. Et donc, pour l'instant, évidemment, vous imaginez que plus il y a de pages dans nos ressources, évidemment, plus le travail est long. Et on commence à collecter, donc il y a eu tout un travail de tracking, de repérage de l'action des étudiants par rapport au contenu qui leur était proposé. Et grâce, cette fois-ci, au laboratoire de recherche, eh bien, on collecte des données
On a parlé de big data de l'enseignement, hein, et on va pouvoir renvoyer par le programme Périclès des recommandations à l'utilisateur. C'est-à-dire pouvoir lui dire, voilà, par rapport, monsieur, ce matin, il y avait une intervention aussi sur la personnalisation de l'apprentissage et les recommandations aux utilisateurs. Et donc ça, c'est un aspect qui est important. Un autre aspect qui est dans ce programme de Périclès, et je laisserai Anne expliquer peut-être la dimension de recherche, parce que c'est elle la spécialiste dans le domaine. Juste dire un mot que dans le programme Périclès, il y a aussi toute une dimension d'évaluation. Le numérique peut nous permettre aussi de beaucoup plus facilement évaluer ce que nous faisons avec nos ressources pédagogiques et comment on peut les améliorer. Donc il y a tout un dispositif libre, utilisable et complètement adaptable au contexte des universités françaises. Et quand je dis libre, ça veut dire que n'importe qui peut s'en saisir pour mettre en place l'évaluation non seulement de l'enseignement numérique, mais aussi des autres types d'enseignement que l'on pratique. Ça peut être des MOOC, ça peut être de l'amphi, ça peut être des TD. Voilà, donc une très grande souplesse par rapport à cet outil qui est à la disposition de la communauté et produit par les UNT en l'occurrence. Anne Boyer, là on est vraiment dans une approche big data avec un usage avéré, là enfin, du oui, big tout à data fait. pour l'enseignement supérieur. Ça s'inscrit dans ce qui était dit tout à l'heure, mieux connaître les usages qui sont faits des ressources qu'on met à disposition avec différents objectifs. Ça vient d'être rappelé par Thierry, donc à la fois recommander des ressources aux utilisateurs en fonction de leurs besoins, de leurs attentes, de leurs objectifs pédagogiques. Et c'est une première toute petite étape vers l'adaptive learning qui a été mentionnée tout à l'heure. Mais c'est aussi pour nous, UNT, mieux connaître les usages qui sont faits de nos ressources, non pas comme un tout, mais aussi à l'intérieur pour connaître les trajectoires, savoir effectivement où il y a peut-être lieu d'intervenir pour compléter une ressource, l'améliorer, etc. C'est aussi un travail qui me paraît intéressant parce que, en dehors de l'objectif lui-même du projet, c'était la capacité de plusieurs UNT de se regrouper avec un centre de recherche, avec des institutions qui sont utilisatrices des ressources des UNT et de travailler ensemble à résoudre un objectif qui était une meilleure connaissance des ressources des UNT et un meilleur usage pour les utilisateurs, puisque les outils qui sont développés peuvent s'installer dans un environnement Moodle d'une université spécifique. Je pense que c'est quelque chose que je voudrais dire là, c'est qu'on a beaucoup parlé des UNT comme lieu de mutualisation, comme lieu de travail collaboratif, d'échange, etc. Mais c'est aussi un lieu d'expérimentation et d'innovation. C'est-à-dire qu'au travers des UNT, il y a la possibilité, et je pense que c'est transversal à nous tous, d'expérimenter de nouvelles approches, d'essayer de nouveaux outils et de voir avec les établissements comment on peut améliorer un certain nombre de points autour des services qui sont rendus aux établissements, aux enseignants et aux étudiants. Donc ce lieu d'innovation, de création, Périclès est un exemple, mais il y en a d'autres, et à mon sens, une dimension importante aussi de l'activité des UNT. Merci beaucoup. Manuel Majada, peut-être dans la perspective inter-UNT et de structuration des services et des ressources proposées, au niveau d'Uniciel, vous aviez mis en place une initiative de production de scénarios qui a été partagée, si j'ai bien compris, à l'ensemble des UNT. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot par rapport à ça, au service de la réussite étudiante, hein, toujours? Oui, tout à fait. On l'a déjà un petit peu évoqué. En fait, comme l'a dit Anne, on réfléchit ensemble aux problématiques, puisque ce qui fait notre force, c'est à la fois d'être très différents pour coller au plus près aux composantes avec leur spécificité, mais en même temps de devoir mutualiser, donc du coup de se rapprocher. Et parmi les nombreux groupes inter-UNT, il y avait un groupe pédagogique qui se posait un peu la question de la production, etc. Et quand on a été plus loin, on a essayé de réfléchir justement au scénario d'usage. Il se trouve que dans le cas d'Uniciel, on avait déjà un peu avancé sur le sujet parce qu'on avait une plus forte cohérence par rapport à ça avec les doyens, tout simplement. Et on a essayé de travailler ensuite sur ce qui est vrai là pour les facultés de sciences. Est-ce que c'est vrai pour l'ensemble des facultés? On a travaillé sur le sujet et on a essayé de trouver les points communs. On les a trouvés. Alors chacun avec des pondérations différentes hein, selon les disciplines. Et donc on a ressorti un élément commun qu'on a ensuite partagé avec la CPU. D'accord. Ça a été sorti quand? Il y a... En 2013. Oui, c'est ça, 2013. 2013. Et alors les retours par rapport à ça, est-ce que ça a permis de structurer un peu les choses? Quels sont
Patrick Lévy, peut-être que je vous interrogeais après alors. Aucun commentaire. Mais si, justement, c'était très intéressant, parce que Patrick était là, avec les 2 casquettes. C'était pas facile. On a montré notre travail, et puis on a dit, parce que je vous ai dit, c'est-à-dire que nous, on a fait notre part du travail. Voilà. On vous donne l'autre partie du travail qui n'est pas facile, parce que, comme ça a été dit, il y a une très grande hétérogénéité des gouvernances numériques, des maturités numériques. Et justement, dans nos scénarios, on a fait le contraire de scénarios prescriptifs. C'est-à-dire qu'on a mis des scénarios d'usage, mais qui comportaient des niveaux, en se disant, on peut très bien comprendre que certaines universités ou certaines composantes ne peuvent pas mettre en œuvre tel niveau parce qu'il est exigé en ressources, en moyens, etc. Il y a aussi une réalité qui est suffisamment dure dans l'établissement à prendre en compte, hein, évidemment. Donc on a fait des scénarios très progressifs, avec des choses très, très simples. Et là, on s'est aperçu que ce n'était pas si simple pour les VP numériques, pour la commission numérique, de s'en emparer, entre guillemets, de le diffuser, parce que ce n'était pas encore un discours suffisamment commun. Et je pense que c'est un travail de longue haleine qui est en train de se mettre en place et qui est pas facile et sur lequel nous, on dit on est prêt, on vous attend, on a les scénarios, on a les ressources, on a nos actions, hein, nos innovations. Par contre, on a besoin que vous arriviez en face avec des commandes plus précises pour pouvoir nous aider à les mettre en œuvre. Et je reviens sur un point qui a été dit, qui me semble vraiment très important, c'est on ne nous sollicite pas sur l'offre de formation. Ce qui pour moi est très symbolique. On est juste prêt, il y a juste besoin qu'on nous sollicite. Donc maintenant, on essaie de se mettre en avant en repérant le quinquennal, l'accréditation, on arrive en disant « Coucou, ne nous oubliez pas, on existe ». Mais on voit bien qu'on n'est pas encore dans un processus de pensée, ça a été évoqué dès le départ, de réflexion de l'offre de formation dans une notion de flexibilité qui prend encore l'ensemble. Ça commence, il ne faut pas que je gère, il y a quand même pas mal de choses. Mais voilà. Et donc du coup, c'est ce qui a fait sourire, c'est que du coup on était légèrement en décalage, on arrivait, mais on attend encore un petit peu. Patrick Lévy, vous voulez ajouter un mot? Après, je vais passer la parole à Thierry Garot. Et j'en profite pour dire, n'hésitez pas à vous manifester. Je leur tourne. Donc, Non, je pense que c'est exactement la question. Enfin, Manuel l'a très très bien résumé. En fait, je voudrais, pour l'illustrer, revenir sur ce qui a été dit ce matin, d'une part par Olivier Faron et puis ensuite par Albert-Claude Benamou. Effectivement, il y a plusieurs questions qui sont posées à travers le numérique et l'une des questions qui a été très bien illustrée par notamment on va dire le lobbying nord-américain, c'est montrer que les universités sont puissantes, qu'elles existent, qu'elles sont capables de communiquer, qu'elles ont des produits d'appel. Et de ce point de vue, les MOOC font très bien, puisque à la limite, peu importe qu'il y ait 20% d'étudiants dans le public d'un MOOC, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que voilà, on est capable de montrer une production. C'est important, mais ça n'est pas la seule question, et loin de là. Et ce qu'a évoqué Emmanuel, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire, ça n'exclut pas les MOOC, bien sûr, mais c'est d'avoir une vraie stratégie de transformation de notre offre de formation. Et tant qu'on n'est pas sur cette question-là, je pense que c'est compliqué. Alors, évidemment, d'une certaine façon, on peut dire que les UNT sont un peu en avance là-dessus, ce qui est probable. D'abord parce que les UNT, et c'est quand même très important de se le rappeler, parce que sinon on ne comprend pas tout, elles fédèrent des communautés d'enseignants-chercheurs qui produisent depuis très longtemps des ressources numériques. Et ça serait quand même assez curieux que s'il y a une stratégie numérique des établissements, elle ne se fasse pas d'abord sur cet acquis-là, sur ces communautés-là. Donc je pense que ce qui est à croiser finalement, c'est cette richesse-là, et puis d'avoir une véritable stratégie. Alors Manuel l'a dit, d'une certaine façon, les UNT n'ont pas dit, bah voilà, maintenant, il faut absolument que vous ayez une stratégie numérique, d'abord parce que même si on le dit, bon voilà, ça ne se fait pas comme ça. Mais je pense quand même que les choses avancent. Je pense qu'on a aujourd'hui une occasion historique de faire en sorte que les UNT soient associés à cette transformation. Il faut aussi dire quand même une chose qui n'a jamais été évoquée aujourd'hui, mais enfin, qui est quand même importante, et c'est peut-être mon rôle de le dire, il y a aussi un problème de modèle économique quand même des UNT, hein, parce que les subventions de l'État se sont quand même largement restreintes. Donc demain, si on veut faire vivre ce tissu-là, il faut l'adosser sur les stratégies numériques, ne serait-ce que parce que les moyens ne sont pas absolument extensibles. Donc ça fait pas mal de raisons pour croiser ces deux lignes de force en quelque sorte, celle des établissements et celle des UNT. Thierry Garot. Alors justement, ça tombe bien, je peux rebondir sur les interventions précédentes. Alors, je crois qu'il y a trois choses que je voulais dire. La première, c'est que je crois qu'avec les UNT, on peut facilement se mettre au numérique quand on est un établissement qui a des idées, qui a envie d'avoir des initiatives. Autant, il y a 10 ans,
on partait avec quasiment rien. Aujourd'hui, on part avec des ressources numériques éducatives ouvertes, libres, dont on peut se saisir, avec des expériences au sein des UNT sur le tutorat, sur l'accompagnement des apprenants, et avec, après, toutes des dimensions qu'on ignore au moment où on démarre, mais je dirais un essuyage de plâtre qui a déjà été fait par les établissements qui se sont mobilisés dans les UNT et dont on peut bénéficier. Donc ça, c'était la première chose que je voulais dire. La seconde, c'est on se disait, mais tiens, on ne parle pas d'offres de formation. Il se trouve qu'il y a quand même, à certains moments, des établissements qui nous interpellent en nous disant, voilà, nous, on a un public très particulier auquel on a du mal à répondre. Alors je vous donne, il se trouve qu'avant d'avoir été président d'UNT, d'ONEJ, j'étais avant enseignant-chercheur responsable de diplôme, et donc j'ai interpellé à la fois simultanément ONEJ et UNF3S par le programme Transinnov Longévité sur un public de formation continue qui souhaitait accéder à une formation, on va dire, avec 2 compétences distinctes, une compétence de gestionnaire, une compétence plutôt liée au secteur sanitaire et social. Et donc, avec des gens qui se présentaient à nous en nous disant moi, je suis gestionnaire, je voudrais me reconvertir dans le sanitaire et social, et puis d'autres qui étaient dans le sanitaire et social, mais qui connaissaient à peu près rien du tout à la gestion. Et donc, grâce au numérique, on a pu à la fois s'appuyer sur des ressources existantes, c'est pour ça que je vous dis que les UNT nous ont aidés, parce qu'elles avaient déjà plus de la moitié de ce dont on avait besoin. Elles nous ont aussi aidés à développer ce qui nous manquait. Et puis, qu'est-ce que le numérique nous apporte ? Nous apporte la possibilité de décomposer notre diplôme. C'est-à-dire qu'au lieu d'être sur un diplôme avec nos 4 semestres de master immuables, eh bien, on a fait notre parcours en 6 semestres, mais on a greffé dessus la validation des acquis de l'expérience, parce qu'évidemment, comme j'ai des gens qui arrivent avec des compétences, on leur reconnaît, bien sûr, leurs compétences et leurs connaissances. Et donc, ce parcours qui pourrait prendre 3 ans, bien souvent est réduit à 2 ans, voire parfois 1 an, en fonction des compétences et de la validation des acquis qu'on aura pu faire au public qui se présente. Cette souplesse qui aujourd'hui se fait sur des unités, on est en train, alors, parce que je vais vous dire aussi l'envers du décor, c'est que c'est bien de faire de l'adaptable, mais il faut que derrière, les équipes puissent suivre. Quand on inscrit une personne dans un diplôme, c'est pas pareil que d'inscrire une personne dans 6 semestres différents et de se dire certains semestres, il ne va pas les suivre. Et donc, l'étape d'après où on voudrait arriver, c'est de raisonner à une matière, en gros, à un grain de 20 heures. Mais vous voyez, et c'est un travail pédagogique important, lourd. Donc, le dernier aspect, c'est que en visant la formation continue, eh bien, on peut, alors je ne dis pas qu'on va complètement remplacer les subventions ministérielles qui sont absolument indispensables au stade où on en est, parce que si on veut faire des ressources éducatives libres et ouvertes à tous, forcément, c'est du financement qui, assez naturellement, devrait être commun ou partagé par tous, en tous les cas, la communauté. Il n'empêche que sur la formation continue, il y a des usages qui peuvent être tout à fait, des retours qui sont faits par les apprenants d'un pourcentage de ce qui verse à l'université qui va être reversé ensuite pour fabriquer de nouvelles ressources. Donc l'idée, c'est que sur les subsides de la formation continue, on essaie de prolonger les financements nationaux. Et là, je crois il me semble que là, vraiment, les UNT peuvent être vraiment des vecteurs pour le développement d'une université numérique expérimentale, mais au départ comment dirais-je, des initiatives qu'elles ont envie de mener. Voilà. Et donc là, c'est vrai, il y a l'appel à projet dont le secrétaire d'État parlait ce matin, développement d'une université numérique expérimentale qui doit être déposé très rapidement, vous l'avez entendu, le 8 novembre. Mais en s'appuyant sur ce qui a été fait sur les UNT, il y a véritablement moyen d'accélérer les processus de réponse. Voilà. Là, sur le projet que vous mentionnez, l'UNF3S est impliqué, c'est bien ça ? Je crois que l'UNF3S est d'ailleurs engagé sur différents projets sur la formation continue. Pour être très honnête, sur tout ce qui est maintenant appel à projets PIA ou même d'autres appels à projets internationaux,
on raisonne souvent UNT. Hein. D'accord, oui. Donc là-dessus, on sait déjà que UNIT, que UOH, je crois qu'il y a une question dans la salle, comme c'est la première. UNIT, UOH, UNF3S, on est impliqué pour essayer d'avoir une réponse coordonnée et pertinente pour les établissements. Voilà. Patrick Lévy. Juste un petit point sur la façon dont on peut démontrer en fait aux établissements que c'est leur intérêt. Il a été mentionné Transinnovation Longévité, l'initiative TIL, qui est un IDEFI. En fait, c'est assez intéressant parce que TIL regroupe un certain nombre d'universités sur le thème général de la gérontologie. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça accroît l'offre de formation des établissements en termes de DU et de master. Et du coup, le nombre de gens qui bénéficient et le modèle économique qui va avec est positif. C'est-à-dire que les établissements trouvent leur compte là-dedans. Et finalement, c'est important peut-être de le démontrer. Une question. Oui. Donc, la première, c'est tout dans les modes d'évaluation justement d'efficacité de cet enseignement à distance vis-à-vis numérique, c'est-à-dire une personne qui se forme uniquement avec d'enseignement numérique versus une autre personne qui se forme dans la fac ou dans une école, je sais quoi. Est-ce qu'il y a une vraie mesure pour voir s'ils sont acquis les mêmes compétences? Si oui, si vous pouvez approfondir et voir quelles sont les mesures vis-à-vis de ça, pour voir exactement si c'est juste un cours très particulier ou c'est vraiment l'acquisition de compétences comme, je ne sais pas, ingénierie, médecine, choses comme ça, aux lois. Deuxième remarque, je me souviens des modèles américains des universités privées qui rêvaient justement des écoles ou des formations dans lesquelles on a très peu de profs, on a un minimum de profs pour 10 000 élèves qui puissent recevoir l'éducation qu'ils payent. Mais on fait un modèle vraiment économique, un business vraiment rentable avec l'éducation. Donc je pense qu'il faut faire attention par rapport à ça. C'est important, évidemment, penser à la sustentabilité des mesures, mais pas fixer justement les rendements économiques vis-à-vis de l'éducation. Je pense que c'est très important. Donc, alors sur l'efficacité, effectivement, pour qu'il y ait transformation des apprentissages, encore faut-il qu'il y ait efficacité. Patrick Lévy. Alors j'ai envie de répondre aux deux parties de votre question, peut-être en commençant par la fin, c'est-à-dire ce que vous dites sur le fait qu'il y aurait un risque de rationalisation finalement financière, d'une certaine façon, de l'éducation et de la formation. Alors il y a certainement un risque, c'est sûr, mais simplement ce qu'il faut peut-être dire aux gens qui ne connaissent pas suffisamment ça, c'est que lorsqu'on met en place en fait une transformation numérique de l'offre de formation, en fait, elle est coûteuse et normalement, si on la fait correctement, c'est pour ça que la question de la structuration pédagogique est très importante, elle va aussi augmenter en fait l'interaction entre les enseignants, alors qu'ils deviennent un petit peu autre chose, c'est-à-dire qu'ils vont éventuellement être des tuteurs, mais normalement, ça doit plutôt augmenter l'aspect présentiel qu'autre chose. Alors, il y a différentes modalités, mais ça peut être le cas. En tout cas, ça n'exclut pas ça. Et je pense que c'est important de se rappeler ça. On peut décrire toute une série de modalités, mais il n'y a pas forcément, et il faut vraiment s'enlever ça de l'esprit, une baisse de l'interaction, au contraire. Deuxième chose, sur la question de l'évaluation des compétences, je peux assez facilement parler de ça. Alors peut-être dans un domaine qui est assez professionnalisant, qui est la médecine, mais finalement, aujourd'hui, par exemple, à Grenoble, tout l'enseignement est numérique. Alors, encore une fois, ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas d'interaction avec les enseignants, bien au contraire. Et le numérique se prête particulièrement bien à évaluer des compétences. C'est vraiment quelque chose qui est très adapté à ça. Alors évidemment, si on prend l'exemple de la médecine, il faudra quand même toujours toucher les patients, c'est mieux. Hein. Ça va quand même être nécessaire. Mais toute la partie qui est préparatoire à ça, c'est-à-dire par exemple ce qu'on appelle le cas clinique, il est parfaitement maîtrisable par l'outil numérique. Quelqu'un veut réagir également ? Je peux peut-être intervenir en complément. Je ne sais pas, c'est parce que c'est une particularité qui n'est peut-être pas très visible au niveau international par rapport au modèle français, où on a une séparation assez forte entre l'enseignement à distance et l'enseignement en formation initiale, entre les deux. Hein, donc, et les problématiques que vous évoquez sont surtout des problématiques de l'enseignement à distance classique sur le sujet. Donc, la première problématique que vous avez évoquée, c'est
est-ce que ça fonctionne et est-ce qu'un étudiant à distance fonctionne? Oui, si un certain nombre de prérequis sont là. Parmi ces prérequis, il y a une notion d'engagement. Il faut que l'étudiant ait envie, qu'il soit beaucoup plus engagé parce que, évidemment, c'est un effort supplémentaire à faire. Le deuxième, il est assez connu depuis les travaux de Viviane Glickman, c'est la présence du lien social, tutorat, apprentissage par les pairs, travail coopératif, peu importe l'objet, mais simplement le renforcement du lien social, qui se fait assez naturellement dans le milieu universitaire pour diverses raisons. Oui, ces formations, si elles sont totalement à distance, fonctionnent, mais elles coûtent cher, du coup, pour avoir le même taux de réussite que les autres, de ce point de vue-là. Donc, il faut en avoir conscience. Après, sur le modèle économique, c'est un vrai problème parce qu'il y a toujours un mirage de la modernité qui résout tous les problèmes. Donc le numérique aime bien ce genre de choses et ça réapparaît de façon cyclique. Donc il n'y a aucune raison que dans 5 ans, on n'ait pas la même chose. En disant, grâce au numérique, vous allez voir, ça va être moins cher. Non, ça ne va pas être moins cher, ça va être différent. Après, les choix qui sont faits de laisser tout ou partie d'une partie de la population ou pas, ne sont pas liés au numérique, ils sont liés à d'autres choix. Hein. Donc voilà. Mais si on veut faire la même chose, nous, on a des études très précises. On ne réduit pas l'interaction de façon significative. Je dirais 20% maximum à peu près. Je ne sais pas pour... voilà. Mais il y a d'autres spécialistes sur le sujet, parce que nous, on est essentiellement centrés sur les problématiques de formation, d'appui à la formation initiale ou de formation hybride, et moins sur les formations totalement à distance, en tout cas ce qui nous concerne. Merci. Juste avant de passer la parole à ça, j'aimerais voir la réaction de Pierre-François de chez Ars sur la manière dont l'efficacité peut être mesurée, en tout cas la manière dont les besoins évoluent du côté des étudiants. Comment ça se passe au niveau des IUT? Au niveau des IUT, ce qu'on fait beaucoup, c'est d'aller voir directement les enseignants, les étudiants. Ouais. On essaye de le faire maximum 5 fois, au minimum 4-5 fois l'année, on va dire. C'est pas forcément évident parce qu'on est une petite équipe. Mais on essaye d'aller directement au contact dans les IUT, à l'occasion des colloques que les IUT peuvent organiser, des colloques pédagogie et professionnalisation, où on va essayer d'aller au contact des étudiants, de voir avec eux quels sont leurs nouveaux besoins, leurs nouvelles motivations, et après d'adapter les nouvelles productions face à ce qu'ils pourront nous donner comme information. Pareil au niveau des enseignants, donc à l'occasion de ces colloques, on va pouvoir les rencontrer directement. Et notre mode de fonctionnement de ressources nous permet aussi d'être en contact direct avec l'enseignant dès le départ pour justement produire les ressources. Et généralement, les enseignants qui viennent nous voir pour dire j'ai une ressource, j'aimerais bien la mettre en ligne, c'est des ressources qui ont été produites et qui ont déjà été testées avec des étudiants un grand nombre de fois au point de vue utilisation. Donc on a un petit fonctionnement différent qui permet justement d'avoir quelques retours, même si c'est encore très léger au niveau retour. Merci. Une question dans la salle. Donc. Oui, bonjour, Jacques Dangue d'HEC. J'ai eu le privilège de découvrir le monde des UNT et la richesse des personnes et des réalisations en coordonnant le programme Périclès depuis quelques années. Et donc j'ai un regard qui est encore un peu extérieur et j'apprécie vraiment les conclusions du rapport IGA-ENR qui permet de reconnaître ce qui a été réalisé par les UNT, mais également de reconnaître le potentiel. Et par rapport à cela, j'aurais une seule suggestion pour les UNT, en écho au discours du ministre ce matin. Je vous invite à être acteurs de la transformation numérique auquel nous appelle le ministre, en participant notamment à tout ce qui est la réflexion stratégique des établissements, que vos conseils soient sollicités aujourd'hui ou pas. La mesure de performance des UNT résidera notamment, je pense, dans la capacité à servir de levier à la transformation numérique des universités souhaitée par le ministre. Qui veut répondre? Effectivement, comment, fondamentalement, faut-il procéder pour changer de braquet? C'était son expression. Gilles Dumont, allez-y. Je n'ai aucun titre à répondre, autre que celui d'avoir été membre de conseil centraux, doyen également avant d'être directeur de l'UNJF. Mais il me semble que la réussite de la transformation, qui, avant d'être une transformation numérique, pour ce qui nous concerne ici, est d'abord une transformation pédagogique au moyen du numérique, elle ne réussira que si on arrive à croiser deux niveaux. Le niveau de la gouvernance de l'établissement et le niveau de la stratégie ministérielle, enfin bref, de la STRANES, et un niveau micro, peut-être, local. Le contexte universitaire est ce qu'il est. Il a été relativement difficile, me semble-t-il. Alors, tout dépend naturellement des composantes et des situations, mais dans des composantes à gros effectifs, comme peuvent l'être les facultés de droit et les facultés d'économie-gestion également, la situation est objectivement compliquée de la part des universitaires qui sont a priori
relativement réticents, non pas au changement d'une façon générale, mais au changement qui est imposé dans le cadre d'une stratégie qui viendrait soit de la direction de l'université, soit plus encore, de la direction du ministère. Et donc il faut qu'on arrive en quelque sorte à jouer fin, c'est-à-dire que les universitaires sont dans une situation où chacun, pas généralement, mais a assez tendance à se renfermer sur son propre précaré, y compris parce qu'on parle de réduction de l'offre de formation, par exemple, et que chacun, naturellement, dans ce cas-là, va défendre sa petite formation, ce qui n'est pas le moment idéal pour amener à une transformation pédagogique. Et il me semble que les UNT étant vécues et vues comme la représentation d'une communauté disciplinaire, en réalité, sont en quelque sorte, non pas un contrepoids, justement, pas contre la direction d'établissement, la direction du ministère, mais éventuellement comme un moyen d'accompagner concrètement les universitaires dans cette transformation. Il faut qu'on arrive à mener les deux de front, en quelque sorte, la transformation, l'adoption de la stratégie numérique de l'établissement, la stratégie numérique du ministère également, et le moyen que peuvent constituer les communautés disciplinaires que sont les universités numériques pour faire passer le message, en quelque sorte, auprès des universitaires. Merci. Thierry Garot, vous souhaitez ajouter un mot? Oui, simplement un petit mot. Je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie que notre contexte, c'est quand même l'autonomie des universités, et que derrière l'autonomie des universités, il y a aussi la liberté pédagogique des collègues. Et donc, Gilles Dumont le disait très bien, c'est-à-dire que le niveau micro, c'est finalement le moment où on fait nos cours, soyons clairs, on est bien là-dedans. Et les gens qui vont utiliser le numérique, au-delà des injonctions nationales ou même de l'établissement qu'ils pourront avoir, ils le feront bien s'ils le font aussi de façon engagée, comme l'a dit tout à l'heure Manuel à propos des apprenants, mais aussi vis-à-vis des enseignants. Donc je crois que la petite citation par laquelle M. Jean de Guilhem a terminé en disant la liberté de l'enseignant est importante, je crois que c'est un élément qu'on ne doit pas négliger, aussi bien que celle de l'apprenant qui va s'impliquer, mais lui, il va probablement nous pousser à aller vers plus de numérique. Patrick Lévy. En même temps, j'ajoute le temps que vous preniez la parole, mais tout à l'heure, Christine Crespi de la CPU insistait sur le fait qu'il faut savoir mettre en place une stratégie de telle manière à parler d'une voix, d'une seule voix. C'est pas évident entre cette... Vous avez rappelé le contexte d'autonomie d'établissement, et liberté pédagogique. La CPU a beaucoup de mal à parler d'une seule voix, mais bon, je ne vous répéterai pas ce que je viens de dire. Mais... Non, juste peut-être deux remarques. Je pense qu'il y a quand même une chose qui a été dite ce matin par le ministre. Il nous explique qu'il faut changer de braquet, et il explique aussi que l'aide de l'État va être budgétaire, extra-budgétaire. Bon, ça a des conséquences. Malgré tout, je pense qu'il faut qu'on s'empare du pays à 3, c'est tout à fait important. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que moi, je pense vraiment que c'est effectivement compliqué. D'abord, c'est assez français de se dire qu'il faut une grande stratégie nationale pour que tout change. Ça serait inconcevable aux États-Unis. Je veux dire, jamais ça marche comme ça. Bon, peut-être que nous, on est un peu obligés de faire un peu les deux, c'est très bien. Mais je vais vous donner un exemple qui me semble assez révélateur de comment ça peut fonctionner aussi. On a été confronté à quelque chose que les universités sont confrontées beaucoup ces derniers temps, c'est l'afflux d'étudiants en STAPS. Et on a été confronté à un autre phénomène qui était que certains de mes collègues ont pensé qu'on pouvait tirer les étudiants au sort. Bon, à Grenoble, on s'est refusé à ça. Et ça a immédiatement, en fait, induit une transformation pédagogique, parce que la seule façon d'accueillir les étudiants dans des conditions acceptables sur le plan pédagogique, c'était de numériser la pédagogie, c'est-à-dire d'utiliser les outils numériques pour apporter une aide qui permette d'accueillir les étudiants. Et je pense que c'est un assez bon exemple d'une confrontation un peu extrême avec les besoins, mais qui finalement, et aujourd'hui c'est un succès, c'est-à-dire que la transformation pédagogique de STAPS à Grenoble, elle marche. Merci. On a quelqu'un là-bas qui brûle d'impatience de poser une question depuis tout à l'heure. Allez-y, monsieur. Je suis patient. Merci, Eric Fogarassi. Je suis l'ancien directeur de Télécom Strasbourg, donc école d'ingénieurs membre de l'Institut Mines-Télécom. Et je voudrais réagir, évidemment, le numérique, on connaît bien, Télécom. Je voudrais réagir par rapport à la pédagogie telle que je l'ai perçue moi-même en tant que directeur d'école, mais aussi parmi mes collègues, la question de la crise au fond, l'absentéisme, les questions qui sont très, très, très liées à la perte d'intérêt des étudiants pour venir, pour assister en présentiel.
Et évidemment, le numérique est une forme de réponse. On prétend que c'est une réponse, je dirais, à ces questions qui sont importantes. Comment rénover la pédagogie pour la rendre plus attractive? Alors, il y a une forme de contradiction, on est un peu schizophrène, parce qu'au fond, le numérique permet aussi de réduire ou d'éliminer le présentiel. Madame, il y a une remarque là-dessus. Et on est face à un problème terrible, c'est qu'au fond, le travail de vos travaux, vous ne parlez peut-être pas assez des réformes pédagogiques. Parce qu'en réalité, mettre des outils, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Et est-ce qu'on est certain au fond, parce que le public, in fine, c'est quand même nos jeunes qu'on forme, ou ceux qu'on forme, est-ce qu'on va pouvoir les faire revenir dans les amphis? Est-ce qu'on est sûr que le présentiel est une affaire importante? Moi, je considère que c'est essentiel, la vie en commun reste essentielle. Toutes ces questions-là, si vous voulez, je ne suis pas certain que vous les abordiez du point de vue de l'UNT. Et je pense que c'est en ce sens qu'il doit y avoir un rapprochement avec à la fois les universités et entre UNT et CPU. C'est là le cœur pour moi du processus. C'est comment réformer la pédagogie au travers éventuellement des outils numériques. Thierry Garot, je ne veux pas imposer le... Oui, pardon. Voilà, dans la réponse, je crois qu'en plus c'est un petit peu le moment de parler d'idées filles, on n'est pas très loin. Non. Allez-y. Alors, assez rapidement, si vous voulez, c'est que, en réalité, à partir du moment où on propose des formations grâce à l'outil numérique, on est obligé de changer notre pédagogie. Parce que le face-à-face pédagogique classique qu'on connaît dans les amphis, celui-là, bon, on est d'accord, il est fait ailleurs il est fait par l'étude que fait l'apprenant. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'interactions. Elles sont plus dans l'amphi, mais les interactions sont fondamentales. C'est-à-dire que si on ne met pas, et Emmanuel le rappelait, il a parlé de lien social. En réalité, il faut voir que se tissent à l'intérieur des groupes de formation, non seulement des liens entre le tuteur et les apprenants, mais beaucoup entre les apprenants. Et le fait de casser, entre guillemets, les barrières de temps et d'espace grâce au numérique, leur permet, donc on leur met à disposition ne serait-ce que des salles virtuelles, qui leur permettent de reconstruire ça. Et alors, je vous entends dubitatif et je le comprends parce que moi-même je l'ai été. Donc, si vous voulez, moi-même, au début, quand j'étais tuteur... Comment ? Non, oui, mais bien sûr, Eh bien, malheureusement, c'est que, à l'insu de mon plein gré, j'ai raison, si vous voulez. Non, c'est pas moi. Non, pardon. Non, c'est une boutade. Mais ce qui se passe concrètement, c'est que les utilisateurs se saisissent de nos supports et ensuite se mettent à interagir entre eux et partagent leurs compétences et leurs connaissances de façon souvent, je dirais, peut-être de la même façon qu'on aurait pu faire un groupe de travail dans une bibliothèque où on a le droit de parler. Bon, on n'a pas toujours le droit de parler. Mais là, on peut le faire dans un espace. Et là où je pensais, moi, au départ, quand j'ai commencé à tutorer, qu'on faisait de l'isolement, eh bien, en réalité, très facilement, le lien social se retisse grâce à des outils, bien sûr, qu'on met à disposition. Mais si vous voulez, ce genre de choses-là, c'est surprenant. C'est surprenant. Enfin, ça, c'est mon expérience. Je comprends que tout le monde n'est pas forcément la même, mais en tous les cas, c'est assez général de la part des collègues qui participent. Patrick Lévy veut répondre peut-être, et après on va passer la parole à Patrice Roturier. Oui, juste... Ah, pardon. Bon, vas-y. Ça marche ? Oui. Ah oui, Patrice Roturier, pardon, vice-président d'une commu, Bretagne-Loire, numérique. Non, je voulais répondre parce que je trouve que c'est un cliché terrible. La question de dire si l'usage du numérique va vider les amphithéâtres ou c'est au contraire une manière de compenser le fait de l'absentéisme, etc. Alors bien sûr, il faut partir d'expériences personnelles, mais certains me connaissent ici, ça fait au moins 10 ans que effectivement, je continue à faire des cours et j'ai des pratiques numériques. Et moi, je fais des tests en temps réel sur des grandes cohortes d'étudiants et je constate invariablement, d'une année sur l'autre, que
j'utilise 3 plateformes numériques, notamment dans un cours, simultanément en amphithéâtre, avec un blog où il y a effectivement 200 étudiants qui contribuent sur le blog en même temps. Donc, et le cours est enregistré, le cours est mis à la disposition sur le NT, etc. Qu'est-ce qu'on constate? Les étudiants qui vont voir les ressources numériques sont ceux qui sont présents. Voilà. Et donc ça, et c'est à 90% le cas, tous les ans. Donc je voudrais vraiment qu'on arrête de penser que l'étudiant, il est soit du côté des ressources numériques, soit du côté du présentiel. Ça n'a pas de sens. L'étudiant, il est soit absent, mais définitivement absent, soit actif et totalement actif. Je crois que là, il faut éviter ce type de cliché. Merci. Patrick Lévy, donc, c'est à vous. Non, juste pour apporter un témoignage qui va dans le même sens. En fait, pendant 20 ans de ma vie professionnelle, j'ai fait des enseignements dans ce qui s'appelle la PACES, qui est à peu près le pire qu'on peut imaginer comme sélection. Je l'ai fait devant 600 étudiants dans un amphithéâtre, 2 fois, voire 3 fois par semaine le même cours. Donc c'est quand même le degré zéro de l'interactivité. Et en prenant en compte ce constat, ce qu'on a fait en 2005, c'est de se décider à passer à une version totalement numérique de ça, c'est-à-dire que les étudiants travaillent sur un DVD. Et la première chose qu'on a entendue, c'est que c'était épouvantable, qu'on allait complètement déshumaniser la formation. C'est en fait exactement l'inverse qui se passe pour une raison très simple, c'est qu'en support de ce DVD, il y a 2 interventions majeures. Enfin, d'abord, il y a une communauté qui s'est créée autour de ça, qui se crée chaque année. Et d'autre part, il y a 2 interventions majeures, celle du tuteur étudiant et celle des petits groupes qui travaillent autour des questions qui ont été posées par les étudiants à partir du cours lui-même. Ce n'est pas un monde idéal, et je vais donner 2 marqueurs de ça pour montrer que ça a marché. La première chose, le profil sociologique des étudiants a changé. C'est-à-dire que les étudiants sont un tout petit peu moins des milieux aisés, avec un bac scientifique et une mention très bien, ceux qui réussissent. Et la deuxième chose, c'est que le recours aux officines de préparation, qui sont vraiment une plaie quand même de notre système au niveau de la première année des études de santé, a diminué. Donc c'est 2 marqueurs qui me semblent marquer justement une forme d'intégration sociale et une forme d'intégration éducative qui finalement est directement liée à ce qui a été mis autour de la ressource numérique. C'est vrai que moi je voudrais rebondir aussi sur ce qu'a dit Patrice Roturier, enfin, que j'approuve totalement, parce que on le voit déjà, les ressources pédagogiques numériques, elles ne se substituent pas, absolument pas aux formations, elles viennent en complément. Si on prend même l'exemple des MOOC de l'UVET, puisque nous on a eu beaucoup de messages dans ce sens, où on a redonné envie à des gens qui étaient démotivés, et donc du coup, à travers les MOOC introductifs que proposait l'UVED, c'est-à-dire ouvert gratuitement, ils pouvaient se connecter quand ils voulaient, où ils voulaient, etc. Ils ont, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de par la visibilité, ils ont pu découvrir à travers les cours l'offre de formation, les formations des établissements. Ils ont pu rebondir vers d'autres ressources pédagogiques numériques que proposaient les UNT. Donc en fait, on voit bien qu'ils viennent là, ils viennent s'inscrire des MOOC ou pour le plaisir d'apprendre, pour se former sur prescription de leur employeur, ou je ne sais, pour toute autre raison. Mais du coup, ils découvrent et ensuite ils rebondissent. Donc, et ces étudiants-là, en tout cas ces apprenants que l'on a, qui suivent, qui découvrent nos ressources ou qui découvrent nos MOOC, on les retrouve ensuite, soit ils sont déjà étudiants, soit on les retrouvera dans les années qui suivent dans les universités. Ce sont des gens qui changent de parcours. En tout cas, beaucoup nous ont dit, vous nous avez donné à nouveau envie d'apprendre, j'ai trouvé ma voie. Voilà, on a eu plein de messages de ce type. Donc de dire que ça va substituer l'enseignement en présentiel, non, arrêtons, ça fait 15 ans qu'on entend ce discours. Voilà, il n'y a pas moins d'enseignants, il n'y a pas moins d'étudiants, les amphis sont blindés. Voilà, donc du coup, je crois que c'est un discours qui est totalement obsolète. Donc, merci. Et qui donne plutôt, voilà, c'est plutôt le contraire. Mais voilà, c'est juste en tout cas un témoignage qui fait que le numérique peut aussi redonner envie aux gens d'apprendre. Je souhaite que vous ayez raison. Hein. Je souhaite que vous ayez raison. Donc je ne demande qu'un message positif. Simplement, j'ai exprimé une crainte. Voilà. Hein. Bien entendu, je considère que ce que vous dites, si effectivement c'est la bonne transition, tant mieux pour nous tous. Alors, juste avant de passer la parole à la salle, j'aimerais bien avoir le point de vue d'Anne Boyer, enfin, ou plus exactement, qu'elle nous expose un peu, parce qu'on parlait de public. On a tendance à penser l'enseignement devant un public universitaire. Non, il y a des publics. Vous êtes partie prendre sur un projet IDFIN,
qui s'appelle Sonate et qui s'adresse en particulier au public décrocheur. C'est un des nouveaux publics de l'université. Totalement. C'est un projet qui a été retenu dans le cadre de l'appel IDFIN et dont l'objectif est de permettre le retour aux études à des étudiants qui ont été en échec et pour qui des fois le retour est quelque chose de difficile parce que revenir vers d'où on est parti parce que ça n'a pas marché ou on n'a pas réussi à entrer parce qu'on n'avait pas ce qu'il fallait est une question problématique. Là, le numérique constitue aussi un apport parce qu'avant de faire cette démarche d'aller vers un centre, il y a tout ce besoin d'accompagnement, de coaching, aussi de dialogue, non seulement avec des personnes, des tuteurs, etc., mais aussi entre pairs pour désacraliser ce qu'est le retour à l'université pour le rendre plus facile, plus accessible, etc. Donc c'est un projet qui démarre, Sonate, et pour lequel il y a un certain nombre d'établissements universitaires qui sont impliqués, notamment dans votre région. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que le numérique ne vide pas forcément les amphis. Il peut aider certains enseignants à faire revenir les étudiants dans les amphis ou au contraire à les garder. J'ai deux exemples en mémoire qui viennent des mines, où le cours de thermodynamique était quelque chose qui n'était pas le cours préféré des étudiants. J'en ai subi, pour vous dire, ça n'était pas le mien non plus. Et l'enseignant trouvait que c'était vraiment dommage. Et il a imaginé toute une panoplie de ressources éducatives libres autour de la thermodynamique pour la rendre accessible, etc. Il n'a pas appelé ça thermodynamique. C'est une plateforme Thermoptime qui est proposée sur l'UNT Unit, sur lequel vous pouvez aller voir. Il y a des centaines de ressources que les étudiants allaient voir librement. Ils ont trouvé que cette matière était intéressante. Ils se demandaient pourquoi on n'enseignait pas davantage et pourquoi elle n'existait pas, jusqu'à ce qu'ils retrouvent le chemin des amphis de ce cours. Le deuxième, c'est une expérience personnelle. Je suis informaticienne et j'enseigne les sciences du numérique, comme on les appelle maintenant, en première année de licence à des publics qui viennent de différents diplômes et qui se retrouvent 3 heures par semaine, le lundi matin, avec moi. C'est des étudiants qui ne se connaissent pas. Ils ne font pas les mêmes études, ils ne font pas les mêmes choses. Et l'objectif, c'est de construire ensemble une vision commune de ce que sont les sciences du numérique quand on sera un informaticien professionnel ou quand on sera en sciences humaines et sociales, en humanité numérique, un consommateur de numérique ou d'autres profils. Et bien, par le numérique, j'ai la possibilité justement de les faire travailler ensemble, interagir sur des blogs, construire ensemble, et des gens qui ne se connaissent pas maintenant deviennent très actifs ensemble, à tel point que la dernière fois, au bout d'un quart d'heure après la fin du cours, il fallu que je leur demande de quitter l'amphi parce que le cours suivant arrivait. C'est-à-dire que le numérique ne vide pas forcément les amphis, c'est autre chose. Après, la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'on ne parle pas beaucoup des enseignants dans tout ce qu'on a dit là, mais le rôle de l'enseignant, il reste tout à fait central. Et je pense qu'il y a une place très très importante à laisser à l'accompagnement à l'enseignant et à la formation de l'enseignant. Alors, il y a un certain nombre, je vais redire pour parler des UNT, qu'il y a un certain nombre de formations qui sont proposées et d'accompagnement que nous proposons en inter-UNT ou en disciplinaire, qu'il y a des MOOC, et y compris un MOOC qui est porté à l'international conjointement par, en particulier, UNIT et des collègues d'université en Italie ou ailleurs, qui est justement autour des ressources éducatives libres pour les enseignants, comment les utiliser, comment les réexploiter, comment les prendre et les mettre dans sa propre pédagogie, comment les vivre, j'allais dire, au quotidien avec ses étudiants et comment les mettre en scène. Donc je pense qu'il y a aussi cette dimension-là. Le numérique, c'est pas parce qu'on met des outils numériques, je vous l'accorde, qu'on va changer la pédagogie. C'est parce qu'on va avoir une réflexion globale, c'est parce qu'on va aussi partager un certain nombre de choses ensemble dans des échanges entre enseignants, qu'on va se dire, ben voilà, moi j'ai essayé ça marche pas, etc. Des bonnes pratiques et tout ça. Donc c'était pour donner un éclairage à votre remarque. Merci beaucoup. On prend une dernière réaction ou question. Allez-y. Oui. Donc, bonjour, Thierry Coalac d'Orange. Donc, je voudrais revenir sur le changement de braquet et le modèle économique, les deux étant a priori potentiellement liés, puisque c'est effectivement le modèle économique viable qui peut permettre de se développer plus rapidement. Et je voulais savoir quel était votre avis sur le fait que justement ce développement économique puisse se baser sur un partenariat entre le secteur public que vous êtes et le secteur privé, notamment pour adresser donc la formation adulte, la formation d'entreprise, et puis surtout, je dirais, l'exportation, ce qui vous donnerait aussi de la visibilité. Voilà. Par contre, ça suppose donc de travailler avec des entreprises qui ont peut-être une culture un peu différente. Voilà. Qui veut répondre ?
Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une question très compliquée. Enfin, ça fait très très longtemps qu'on travaille avec l'entreprise, le monde de l'entreprise. Après, des partenariats de ce type-là, on peut les discuter et on peut surtout essayer de les monter. Moi, je crois qu'en fait, il y a des opportunités assez importantes de ce point de vue. Ce qui est important, je crois, c'est qu'il y ait une vraie réflexion à la fois, je dirais, technologique, avec des nouvelles solutions, et une vraie réflexion pédagogique. Enfin, c'est ce qui a été dit pendant... Finalement, on vient de répéter ça pendant 1 heure, mais c'est tout à fait essentiel. À ce prix-là, il n'y a pas de problème, je pense. Anne Moyer. Juste pour dire que c'est déjà des choses que l'on fait. Je vais reparler d'UNIT, mais c'est un projet qui est commun à plusieurs UNT. Dans le projet IDEFI UTOP, nous avons un projet pluripartenaire dans lequel les entreprises sont partie prenante, puisque l'objectif, c'est de développer des expérimentations de formation tout au long de la vie entre entreprises et universités, donc nos adhérents et un certain nombre d'entreprises. Donc c'est quelque chose sur lequel on a développé un certain nombre de formations, on a expérimenté des modèles économiques différents, de manière à avoir des retours et à pouvoir partager ensuite ce genre d'expérience. Je profite pour dire que ce projet se termine, donc si vous êtes intéressé par les conclusions et tout ce qui a pu se faire, je ne suis pas spécialisée dans l'organisation d'événements, ne le croyez surtout pas, mais le 11 et 12 janvier 2017 à Nancy se tient la conférence de clôture dans laquelle la restitution des résultats du projet vont être faits et voir quelle suite à donner, donc vous y êtes bien évidemment conviés. Nous, le partenariat avec le monde privé, on le fait aussi à travers, enfin, je veux dire, beaucoup d'entreprises, beaucoup de sociétés cofinancent, par exemple, nos productions de MOOC. Elles y voient un grand intérêt, la visibilité, le nombre d'inscrits par session, le fait que nous rendions disponibles en libre accès les vidéos ensuite en accès libre, c'est-à-dire que ça, c'est une grande visibilité pour eux, et une réutilisation ensuite pour leurs propres salariés, leurs collaborateurs. Le format court de ces vidéos, voilà, ou certaines de nos ressources qui répondent à leurs attentes et à leurs besoins. C'est la question, effectivement, il y a beaucoup de projets qui sont entre l'université et notamment les appels à projets. Là, je parlais plutôt de commercialiser ensemble, de gagner de l'argent ensemble, et de se partager le revenu, ce qui fait quand même beaucoup moins. Ensemble, vous voulez dire en inter-UNT? Moi, ce que je vous propose, en fait, l'heure est passée extrêmement vite. Je voudrais donner la parole en mot de conclusion à Jean de Saint-Guilhem qui nous a présenté le rapport. Mais voilà, évidemment, ce type de journée est aussi fait pour que vous puissiez vous voir en dehors et continuer les échanges. Peut-être un dernier mot conclusif. Qui voulait prendre la parole très rapidement? Et puis ensuite, je vais passer la parole à Jean de Saint-Guilhem s'il est d'accord. Et peut-être à Albert-Claude Benamou qui a certainement un mot à dire, je crois. Très rapide, mais extrêmement intéressant et pertinent. Personnellement, c'était juste pour dire que oui, les partenariats typiques tels que le propose donc Orange, oui, peuvent être intéressants et justement permettre de donner une visibilité au travail que font les UNT, au travail qui est fait au travers de la création des ressources, au travers aussi de tout l'investissement qui a été mis pour mettre en valeur tout cet investissement, toute cette masse de travail qui est quand même colossale depuis maintenant 15 ans de travail, c'est énorme. Donc oui, ces partenariats, au contraire, pour donner plus de visibilité, sont intéressants. Et le côté gagnant-gagnant est aujourd'hui ce vers quoi il faut peut-être se tourner. Ok, alors 30 secondes. 10 secondes. C'est juste 30 secondes, mais pour rappeler que les UNT, ce sont des réseaux d'établissements d'enseignement supérieur et que les UNT, les actions des UNT sont ce que leurs membres aussi leur demandent. Donc n'hésitez pas à participer aux universités numériques thématiques et à impulser les actions que vous souhaitez que nous entreprenions. Et 8, 9, 10 novembre, à Paris Diderot, c'est ça? Bon, puisque je fais le VRP. Alors, UNIT n'est pas une UNT spécialisée dans l'événementiel, mais venez les 8, 9 et 10 novembre, en particulier le 9 à Paris Diderot, pour notre journée commune. Voilà, on avait encore beaucoup de choses à dire, à échanger. Il y avait aussi les aspects internationaux avec Carole Charles-Stéphane sur les prix. J'en touche vraiment rapidement un mot, mais il y a eu des prix internationaux qui ont récompensé des ressources produites par les UNT et par IOH en particulier, et qui ont aussi permis de mettre en place des coopérations inter-établissements au niveau international entre c'était l'Université du Mans, c'est ça, je crois, hein, Mans Oui, l'Université du Mans, l'Université au Liban, en Suisse, au Maroc et maintenant aussi en Belgique.
plein de choses. Jean de Saint-Guilhem, est-ce que vous êtes d'accord pour venir nous faire un petit... donner vos impressions par rapport à tout ce qui a été dit, et en lien avec le rapport IGA-ENR, est-ce que ça confirme, infirme certaines de... Et voilà, oui. Je vous laisse 2 micros. On va se cotiser pour lui donner une prime. Non, je voudrais faire... C'était vraiment pas prévu, hein, c'est de l'improvisation. Enfin, a priori, je suis musicien, je devrais y arriver. J'aime bien la polyphonie d'ailleurs, mais j'aime aussi le chant grégorien et la monodie. Donc quelquefois, il faut que les UNT parlent d'une seule voix. Donc je trouve que c'est vraiment le cas aujourd'hui. Je suis vraiment très heureusement pas surpris parce que je le savais, mais ça n'a pas toujours été peut-être le cas. Donc je voudrais juste très rapidement 4 remarques. La première, évidemment, c'est la richesse des expériences que chacun a pu évoquer et proposer. On est toujours vraiment très étonné de découvrir toutes les innovations dont les enseignants sont capables et ce que les UNT peuvent apporter. Deuxième petit point sur le modèle économique qu'a évoqué Patrick Lévy. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, alors on en parle dans le rapport. Le problème central des UNT, alors effectivement les subventions publiques ont commencé à 800 000 euros à peu près à l'ouverture. Maintenant, c'est de l'ordre de 120 000 euros. Ça va malheureusement de pair avec la RGPP et puis la baisse des budgets publics. Mais le problème central, c'est que les UNT sont des intermédiaires, des courtiers, comme on l'a dit, et qu'en général, le secteur privé préfère subventionner le producteur, le premier producteur. C'est-à-dire qu'évidemment, l'entreprise privée aura plus de retour sur investissement sur marque s'il va dire ben voilà, c'est l'UPMC qui a subventionné voilà, que je subventionne pour telle ou telle action, plutôt que l'intermédiaire UNF3S qui n'a pas forcément l'image grand public que peut avoir une très bonne université ou un établissement, une grande école. Donc ça, c'est un handicap certain, et c'est pourquoi dans notre rapport, en fait, voilà, c'est une partie qui a été rédigée par Jean-Yves Delango à titre tout à fait principal. C'est évidemment des organismes qui doivent rester dans le subventionnement public. C'est une action de service public. Voilà, je crois qu'on l'a dit. Troisième et puis dernière remarque, en fait, moi, ce qui me frappe, parce que je ne suis pas encore un praticien, et je suis plutôt quelqu'un qui réfléchit aux stratégies publiques, c'est ce que disait Patrick Lévy, c'est-à-dire que le vrai sujet en ce moment, je crois que c'est l'incarnation, c'est l'imprégnation du savoir-faire des UNT à chaque niveau des établissements. Tous les niveaux sont importants. Il y a effectivement le président de la commune, comme vous l'avez dit, il y a le vice-président du numérique, mais il y a aussi le directeur des services TIS, le directeur des services d'innovation pédagogique, le directeur du FR, qui, comme vous le savez, n'est pas élu dans le même temps politique que le président, peut avoir des options pédagogiques différentes, peut avoir une culture facultaire plus ou moins forte, donc il faut le convaincre, et il faut aussi convaincre les collègues enseignants, évidemment. Donc ça, moi je me demande, enfin c'est vraiment une idée que je me faisais en vous écoutant, étant donné la richesse de vos productions UNT, est-il pas plus important aujourd'hui d'avoir une espèce de petit moratoire, peut-être une pause, et qui serait consacrée à vraiment une action d'imprégnation sur le terrain, de passage de connaissances de tout ce que vous savez faire, notamment de tout le scénario d'usage dont on avait finalement peu parlé, auprès des prescripteurs directs. Est-ce que ça ne serait pas le moment, parce que je suis tout à fait avec Patrick Lévy, je pense que les UNT ont vécu une histoire mouvementée, le numérique aussi avec une histoire mouvementée. On est à un tournant aujourd'hui, et il faut saisir ce moment, c'est un petit moment de grâce, même si on est entre deux élections. Il y a des gens qui s'impliquent. Voilà, c'est peut-être le moment, voilà, de faire cette pause et puis de se dire maintenant on met le paquet sur le savoir-faire et le faire savoir plutôt que le savoir-faire. Voilà. C'était quelques remarques tout à fait personnelles. Merci beaucoup. Un dernier mot, Albert-Claude Benamou, je crois que ça va complètement dans la lignée de ça. Alors, ça va être très rapide. Peut-être vous avez entendu tous parler de différents projets inter-UNT, mais fragmentaires, de quelques-uns avec les autres, etc. Est-ce qu'il n'y a pas, peut-être, dans ce moment peut-être favorable, l'idée d'un grand projet commun de l'ensemble des UNT et peut-être de s'inscrire dans ce qui est attendu par le ministère sur l'existence d'une université numérique ouverte française dont je crois que l'appel d'offres se termine le 8 novembre, mais je ne sais pas c'est très compliqué à faire, mais peut-être il y aura une autre étape, mais en tous les cas, peut-être être capable de générer
entre nous un nouveau grand projet qui nous permettrait peut-être d'avoir une exposition médiatique meilleure, d'être véritablement reconnu par les sponsors éventuels, et ça pourrait peut-être nourrir le deuxième braquet, ou le nouveau braquet, qui est attendu par le ministre pour une véritable transformation de notre pénétration dans les établissements et auprès des enseignants et de nos étudiants. Mais Albert Claude, je rebondis sur ce que tu dis, parce que je crois que de toute façon, les UNT ne peuvent pas répondre à l'appel à projet d'une. Il faut réfléchir. Mais en collaboration avec des établissements d'enseignement supérieur. Oui, mais ensemble, et moi, j'appelle plutôt les ça universités, les établissements d'enseignement supérieur à se rapprocher de chacune des UNT ou de l'ensemble des UNT pour essayer de monter des projets ensemble. Pas de, voilà, je pense que c'est quand même... Je n'ai pas la réponse technique mais moi, je crois pas qu'on pour puisse un projet de ce seul, type, mais je pense qu'il est nécessaire d'avoir de grands projets fédérateurs, sinon on n'en sortira pas, on en restera toujours au plan-plan et aux difficultés de fonctionnement qu'on a connues. Merci beaucoup, je crois que nous entrons en pause. On a 20 minutes, c'est ça 20 minutes de pause 20 minutes de pause jusqu'à 16h50.